Les hommes et femmes des médias étaient ce matin à Koulouba pour présenter leurs vœux de nouvel an au chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Au cours de cette cérémonie traditionnelle, plusieurs sujets ont été évoqués. Il s'agit entre autres de la tenue prochaine des élections, du renforcement du cadre du travail et de la protection des journalistes. Échange autour de la bonne organisation du référendum. Le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale, était ce jeudi face aux partis politiques et à la société civile. Les formations politiques sont pour la rédaction d'une nouvelle constitution, mais souhaitent l'inclusivité et l'organisation d'une vaste campagne de sensibilisation auprès des populations. La chronique Un jour, une formule nous explique le sens de la grâce présidentielle. Il s'agit en partie de la suppression d'une peine de condamnation par le chef de l'État. Même si cette décision n'efface pas la condamnation, bien d'autres actions sont considérées comme une grâce présidentielle. Sori Ibrahim Keïta nous donnera plus de détails en fin d'édition. Le RTM vous remercie de votre fidélité. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Les présentations de vœux de nouvel an au président de la transition se poursuivent. La presse malienne était ce matin à Koulouba au cours de la cérémonie, la tenue prochaine des élections, le renforcement du cadre de travail, la protection des journalistes et la collaboration avec le gouvernement. Les affaires des collègues disparus et kidnappés ont été évoquées. Les médias ont tiré la sonnette d'alarme en faveur de l'ERTM et de la MAP, très en difficulté. Nyanyalou Traoré, Toumani Diabaté, Abdoulaye Traoré. Dans la pensée populaire, on les appelle le quatrième pouvoir. Malmenés, jugés, contestés et parfois applaudis et encouragés, les médias aujourd'hui, sans grand risque de me tromper, constituent l'épine dorsale de la démocratie. Ils sacrifient encore une fois à la tradition, celle de présenter leurs vœux au chef de l'État. La salle de banquet de Koulouba a servi de cadre pour la cérémonie. Trois discours significatifs ont mis à nu les préoccupations et les souhaits de la presse malienne. Globalement, elle se trouve mal lotie et souhaite une plus grande reconnaissance. Les organes médiatiques ont bénéficié de l'aide à la presse à partir de 1996. Le décret numéro 03-264 PRM du 7 juillet 2003 déterminant les conditions d'éligibilité, d'attribution et de gestion de l'aide publique à la presse ne détermine pas ni ne précise pas les formes d'aide indirecte, exonération, détaxation, etc. Elle ne s'adosse à aucun texte précisant la source ou le montant. La HAC a pris le pari de se donner des objectifs ambitieux parce qu'elle sait pouvoir compter sur votre soutien et votre accompagnement. Dans un souci d'efficacité et d'économie, il serait souhaitable que l'organe dispose d'un siège propre, soit par l'acquisition d'une parcelle à bâtir ou l'affectation d'un immeuble désaffecté à réhabiliter. Autre point soulevé dans les discours, la situation difficile des deux médias d'État, l'ERTM et la MAP. Solennellement, nous sollicitons que le gouvernement, pour les échéances électorales à venir, se penche particulièrement sur les cas de l'ORTM et de l'AMAP. Ces deux organes ont aujourd'hui des difficultés énormes. Or, leur rôle est essentiel pour la réussite des élections dans notre pays. Les prochaines échéances électorales au cœur des différentes interventions. Conscients de leur rôle, les médias promettent de jouer leur partition avec un professionnalisme sans faille. La HAC, pour relever ces défis, veillera au respect strict des textes sur la régulation par tous les médias nationaux et étrangers évoluant au Mali. Nous ne doutons pas non plus que la presse elle-même mesure l'enjeu de ces rendez-vous, car c'est dans un climat social politique apaisé et dans un pays sécurisé que la liberté, toutes les libertés, à commencer par celle des médias, s'épanouissent. Notre objectif est de susciter l'émergence d'une presse plus professionnelle et responsable, respecter la vérité, servir en priorité les intérêts du citoyen, conserver notre indépendance à l'égard de ceux dont nous relatons l'action et fournir une information complète et équilibrée.
Les présidents Danté, Koulibaly et Sidibé, soulagés, ont constaté qu'à ce jour, aucun collègue n'est emprisonné. Toutefois, de nombreuses préoccupations restent sans réponse, ajoute-t-il, notamment la suite des affaires Birama Touré, Amadou Niambouli, Moussa Banadiko et celle du journaliste français Olivier Dubois. La résistance de nos forces de défense sur le terrain ainsi que celle du Mali sur la scène internationale ont été saluées dans les discours. Le courage, la bravoure, le sens de l'honneur et de la dignité sont dans le sang du soldat malien. Il est prouvé que ceux qui ont le pays dans le sang sont mieux à même de le protéger et pour ce faire, il leur faut des moyens adaptés à la guerre moderne. Nul ne défendra le Mali mieux que le soldat malien lui-même, car il a son pays dans le sang. Au début de ses propos, le colonel Assimi Goïta a donné la lecture qu'il fait de la fonction de journaliste. Profession qu'il voit comme un couteau à double tranchant, dont la manipulation demande une certaine exigence. L'utilité ou la nocivité de l'information dépend certainement de son orientation, de par donc leur rôle de leader d'opinion ou selon d'autres de faiseurs d'opinion. Les hommes des médias doivent en permanence contribuer à la richesse de la solution et non à l'aggravation du problème. Plus que jamais, les professionnels de l'information et de la communication doivent servir de relais pour l'ancrage des trois grands principes qui guident désormais l'action publique en République du Mali. Il s'agit du respect de la souveraineté du Mali, du respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décision. C'est sur ces trois piliers que notre pays se tiendra à l'avenir pour relever les défis qui l'assaillent. Mesdames et messieurs, malheureusement, certains médias se laissent entraîner sur le terrain du sabotage et de l'instrumentalisation au détriment du vivre ensemble, de la cohésion sociale et du développement harmonieux. La vigilance doit donc être de mise pour qu'ensemble, nous réalisions l'idéal commun. Pour ce qui concerne la tenue prochaine des élections, le président de la transition attend des médias un professionnalisme à toute épreuve. La haute autorité de la communication devra veiller au respect des cahiers de charges ainsi qu'à celui de la déontologie dans le but d'améliorer la gouvernance du secteur médiatique. Monsieur le Président du Comité de légal accès aux médias d'État, vous serez beaucoup sollicité au cours des échéances électorales à venir pour garantir aux citoyens en lice l'accès équitable aux médias d'État, l'expérience acquise par votre comité après 30 ans d'exercice les prédispose naturellement à relever les défis. Tout en implorant Allah le Tout-Puissant de couvrir le Mali de sa grâce infinie, je souhaite à tous une bonne et heureuse année 2023. Qu'elle soit une année de paix, de sécurité, de prospérité et de santé dans un Mali réconcilié et souverain. Aujourd'hui, au Mali, on compte plus de 450 radios, 42 chaînes de télévision, plus de 150 parutions et 60 journaux. Un paysage médiatique en pleine mutation et qui veut surtout être compétitif sur tous les plans et à tous les niveaux. L'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO a tenu la 7e session de son conseil d'administration. La structure a passé en revue les activités réalisées en 2022. En 2023, l'AGEFO entend exécuter plusieurs projets pour faciliter l'accès des populations aux nouvelles technologies. Plus de 37 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet de budget de l'AGEFO au titre de l'exercice budgétaire 2023. Ali Djoumatina. Mise en place sur initiative des plus hautes autorités en 2016, l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO s'évertue à promouvoir le service et l'accès universel aux télécommunications et aux nouvelles technologies.
Si l'année 2022 a été mise à profit pour poursuivre le processus de redressement de la gestion de l'AGEFO à travers la moralisation des dépenses et surtout l'inauguration des projets d'infrastructure en souffrance de réception définitive, 2023 sera consacré à remplir valablement les missions de desserte du territoire national, un réseau de communication. Le projet de budget de l'agence au titre de l'exercice budgétaire 2023 est arrêté en recettes et en dépenses à plus de 37 milliards de francs CFA contre plus de 26 milliards en 2022, soit une variation en hausse de 39%. Un budget conséquent qui permettra de réaliser d'importantes activités cette année en matière de services et l'accès universel aux nouvelles technologies. Les principales activités programmées sont le projet d'extension de couverture réseau, le projet d'accès aux télécommunications des collectivités territoriales, le projet de désenclavement et de modernisation du système d'information et de communication fiable et sécurisé des forces armées maliennes, le projet de l'université virtuelle du Mali, le projet de télémédecine, le projet de centre d'accès universel continuisé, le projet de 100 cases Wi-Fi mobile, le projet de mise à niveau de 113 centres d'accès universel et 100 cases Wi-Fi. La contribution de l'AGEFO à la promotion de l'écosystème numérique du territoire est fortement attendue. L'impact des réalisations futures de l'agence assurera ainsi un développement social et économique progressif de notre pays. Cela s'inscrit dans le cadre de la gestion vertueuse de nos ressources publiques, très cher au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est retenu comme un principe essentiel de la gouvernance de rupture. La gestion du Mali Koura nous exige un comportement exemplaire face au bien public et nous fait obligation de rendre compte de notre gestion. L'AGEFO ambitionne de renouer avec la croissance et la performance exigées par nos sessions. Ces réalisations dépendront principalement du respect obligatoire par les opérateurs de licence des télécommunications, des exigences de réalisation de réseaux d'accès et de services universels. Le fonds d'accès universel doit principalement être orienté vers le développement inclusif et progressif des zones rurales blanches du territoire. D'énormes challenges attendent l'agence, d'où l'importance de cette session en début d'année. L'AGEFO est au rendez-vous du développement du Mali à travers sa contribution comme fonds à la numérisation du territoire. Notre pays est à la croisée de beaucoup de projets majeurs, dont les élections, dont le développement de l'éducation nationale à travers la numérisation des écoles, l'université virtuelle, la télésanté. C'est pour dire qu'aucun secteur stratégique n'est oublié. Nous avons aussi des projets pour le ministère de l'administration territoriale, pour le ministère de la sécurité, pour le ministère de la défense. Donc c'est pour dire que ce fonds public ne sera orienté que pour développer les territoires et les plus hautes autorités, à travers aussi le conseil d'administration, nous ont assigné à faire en sorte que tous les secteurs, que les Maliens profitent de l'argent du contribuable. L'agence de gestion du Fonds d'accès universel, AGEFO, est un établissement public à caractère administratif. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a échangé ce matin avec les formations politiques autour de la bonne organisation du référendum. Les échanges ont porté sur les avis et suggestions formulés par les partis. Dans l'ensemble, ils sont pour la rédaction d'une nouvelle constitution, mais souhaitent l'inclusivité et l'organisation d'une vaste campagne de sensibilisation auprès des populations. Reportage Mamari Kone. C'est dans les soucis d'une bonne organisation du référendum que le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a adressé une correspondance aux partis politiques en vue de recueillir leurs avis et suggestions. 24 partis politiques ont fait des propositions et 26 n'ont pas donné d'avis. Des réponses, il ressort que 48 propositions ont été faites. 6 options principales se dégagent de ces propositions. Il s'agit entre autres d'obtenir le maximum de consensus autour de l'avant-projet de constitution, de tenir le référendum à la date indiquée, d'organiser une vaste campagne de sensibilisation auprès des populations et de renforcer les dispositifs sécuritaires. Au total, une trentaine d'interventions ont été enregistrées. Certaines ont porté sur l'opportunité de la rédaction d'une nouvelle constitution. Ça a été acté qu'il y a nécessité d'aller à une réforme de notre constitution.
je pense que tous les présidents qui sont passés à la tête de l'État depuis justement l'adoption de cette constitution ont tenté des réformes de la même constitution. Donc ça veut dire que la nécessité est actée par tous. Maintenant, il faudrait quand même se décider à y aller. Et que l'excuse de la transition ne peut pas être retenue, puisque toutes les constitutions que nous avons eues dans ce pays, ça a été dit, ont été élaborées pendant des périodes de transition. D'autres intervenants se sont interrogés sur la mise en place des démembrements des LEJ au niveau régional et l'obtention de la carte biométrique. Nous avons bien noté la nécessité de communiquer, de vulgariser le projet de constitution une fois finalisé, de renforcer la sécurité et de prendre en compte les aspects techniques. La carte d'identité biométrique, le processus est en cours et le ministre de la Sécurité a fait un communiqué il y a quelques jours pour demander prioritairement aux 8 millions d'électeurs, en fait c'est ça le schéma de la distribution, de mettre à jour leurs données NINA. La mise en place des démembrements de LEJ, nous en sommes très conscients. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a une réflexion en cours au niveau du gouvernement et également des discussions sont prévues avec l'autorité indépendante de gestion des élections pour savoir dans quelle mesure nous pouvons réduire le délai de 6 mois. D'autres sujets d'intérêt national ont été également évoqués. L'objectif final est d'obtenir l'adhésion des partis politiques pour l'inclusivité des réformes. Le gouvernement n'a pas pour mission de surseoir au projet de référendum. Nous avons un objectif, une mission, c'est d'organiser le référendum. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons conviés. Donc je voudrais malheureusement dire à ceux qui pensent qu'il faut surseoir au projet de référendum, sincèrement c'est hors mandat, ce n'est pas du tout dans mes attributions. Je ne me prononcerai pas sur ce genre de sujet. Nous avons un objectif, je crois que le ministre de la Réformation l'a dit. L'idée d'avoir une nouvelle constitution ou réviser la constitution est antérieure, il faudrait le préciser, à la transition, puisque le projet est piloté par le chef de l'État lui-même, de soumettre à référendum un projet de constitution. Le souhait du gouvernement, c'est que le oui l'emporte, c'est une réalité. Mais je pense qu'au-delà de tout, la vision politique du chef de l'État, c'est de laisser les populations maliennes s'exprimer sur le projet de constitution. La tenue de ce cadre a été saluée par les représentants des partis politiques, un cadre qu'il voudra d'ailleurs voir se tenir régulièrement. Nous restons avec le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga, qui a rencontré également les organisations de la société civile. La rencontre a concerné le référendum constitutionnel prévu pour le mois de mars 2023. Au menu des échanges, la sécurité, le financement des opérations du vote et le chronogramme du dit-vote. Suleiman Kenza Sidibé. Les membres de la société civile ont été conviés depuis le 30 décembre dernier à émettre leurs avis et suggestions pour la bonne tenue des opérations référendaires pour la nouvelle constitution. Elles sont nombreuses à avoir mis l'accent sur les questions sécuritaires, le financement des dites opérations et l'implication de tous les Maliens dans le processus. Pour ce qui est de la sécurité, beaucoup d'efforts sont en cours pour pacifier le pays. On remarque également que la situation sécuritaire s'améliore. Malgré les mauvaises publicités que nous attendons, il suffit seulement de voir un peu sur le plan qualitatif. On se rappelle tous ici qu'il y a quelques années, les groupes terroristes étaient capables, avaient des capacités d'attaquer des bases militaires et d'occuper ces bases. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce n'est pas le cas. Pour les uns et les autres, il faut une forte campagne d'information et de sensibilisation dans les différentes langues nationales. Ils ont insisté également sur le déroulé des opérations. Pour le ministre de la refondation de l'État, le chronogramme, c'est une indication et les correctifs nécessaires peuvent être apportés à tout moment. Puisque plus on échange, mieux on se comprend et mieux on marche ensemble. Nous avons réaffirmé tout notre engagement, tout notre soutien, tout notre appui vraiment à la transition pour que nous puissions aller en rang serré vers les actions majeures qui vont nous conduire à la fin de cette transition. Et il est demandé à toutes les organisations de la société civile, où qu'elles soient, de se mobiliser autour d'abord du projet de
la Constitution qui va être finalisée. D'autres sujets se sont invités au débat comme le déploiement des démembrements de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, la prise en compte des langues nationales, la laïcité et la création du Haut Conseil des organisations de la société civile. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a remis un important lot d'engins roulants à la Direction générale de la Protection civile. L'action vise à renforcer les capacités opérationnelles des unités d'intervention de ce service. Aliou Abdoulaye Touré. En 2022, la Direction générale de la Protection civile a enregistré 1429 cas d'incendie, 63 sinistres dont 23 blessés et 4 cas de décès. C'est pour inverser cette tendance et renforcer davantage les capacités opérationnelles de la protection civile que le ministre de tutelle a offert 20 engins de lutte contre les incendies et 3 engins lourds à la Direction générale de la protection civile. La présente donation acquise sur le budget national constitue sans fausse modestie l'une des plus importantes donations en véhicules d'intervention jamais enregistrées à la protection civile. L'acquisition de ces engins, selon le directeur de la protection civile, s'inscrit dans un vaste programme visant à doter les unités de la protection civile en équipements modernes et leur permettant d'agir avec efficacité. Cette remise va sans doute contribuer à renforcer nos capacités logistiques, qui constituent un facteur déterminant dans le succès de nos opérations et dans notre aptitude à satisfaire aux exigences des populations. Ce acte est l'expression éloquente de la volonté affirmée du gouvernement de la transition de la République du Mali, sous la bienveillante orientation du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité face aux multiples défis et besoins de sécurité, en vue de les permettre d'intervenir à tout moment et en toutes circonstances pour porter assistance et protéger nos populations et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Le ministre d'inviter le directeur général de la protection civile à faire bon usage de ces véhicules avant de procéder à la remise symbolique des clés et d'admirer une démonstration de ces nouvelles acquisitions. Bientôt, la fin des coupures d'eau dans les quartiers de la commune 6 et environ. La Somagep renforce son réseau et promet la fin des travaux à la fin de la semaine. Le directeur général et son équipe se disent confiants et promettent d'autres travaux de ce genre pour conforter les usagers. Les détails avec Alousseni Touré. Falaguet, un des centres névralgiques du réseau Somagep, connaît une certaine effervescence en cette matinée et pour cause. Les travaux de réhabilitation du nœud desservant une grande partie de la capitale. Ici, les ouvriers et autres techniciens s'affairent à l'assemblage des éléments. Actuellement, on a un service pas dégradé, mais qui peut être amélioré. Donc c'est en prélude à la pointe qu'on a décidé d'améliorer les services en augmentant la capacité de transit, le volume à transiter dans la zone. Donc c'est dans ce cadre qu'on a acquis un nouveau booster pour amener le plus de volume possible dans cette zone d'impact. Plusieurs quartiers de la commune 6 et environ vont bénéficier de cette opération spéciale. Les zones qui seront impactées par ces travaux, c'est d'abord Banankabougou sud-est, il y a Falaguet village Kan, il y a la zone de Yirimadio sud, donc la zone de Yirimadio Zerni, il y a les logements sociaux, les 759, les 501, 320, les 1008 logements. Et puis il y a la zone de Nyamana, la zone des logements sociaux de Tabakoro, il y a Sirakoro, il y a Tchekena, il y a également Djalakorobougou jusqu'à Kobalakura. Il faut souligner que toute cette opération est conçue et réalisée par les équipes techniques de la Somagep qui s'illustrent désormais par leur technicité et leur indépendance. Souhaitons au nom de l'ensemble du personnel présenter nos excuses à nos abonnés. Nous avons décidé, avec l'accompagnement des plus hautes autorités, pour maintenant amoindrir la souffrance de la population en termes d'approvisionnement en eau potable. Avant, il y avait un volume qui transitait par cette station qui faisait environ 1 400 000 litres. Avec ces projets, notre objectif maintenant, c'est de dépasser les 2 millions
de litres par heure, ce qui fait environ 40 millions de litres par jour. Si cette promesse se concrétise, l'on peut déjà espérer que les quartiers bénéficiaires soient débarrassés des coupures intempestives d'eau courante. Les acteurs du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger viennent de tenir la 3e réunion du Comité national de pilotage. Au programme, le rapport annuel 2022, le plan de travail et le budget annuel 2023. Sokona Kamisoko. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, PIDAC-BN, est un projet régional qui vient en appui au renforcement des capacités du Mali dans la lutte contre les effets du changement climatique en général et celui de l'ensablement dans le bassin du Niger en particulier. Pour mieux coordonner les activités, les responsables du projet se concertent à la faveur de la 3e réunion du Comité national de pilotage. Cette année, nos activités ont été quelque peu impactées par les événements qui ont impacté tout notre peuple. Je fais allusion aux sanctions économiques de la CEDEAO et de l'UEMOA. Les effets collatéraux du Covid se font toujours sentir. Des difficultés relatifs à la mise à disposition des ressources, notamment les ressources du Fonds vert climat. Malgré cela, l'équipe de l'unité de coordination du PIDAC n'a ménagé aucun effort pour effectivement atteindre 60% les objectifs qui se sont fixés. Au Mali, le programme s'articule autour de 3 composantes: le développement de la résilience des écosystèmes et des ressources naturelles, le développement de la résilience des populations et la coordination et la gestion du programme. Je voudrais ici renouveler la profonde gratitude du gouvernement du Mali à l'endroit de l'autorité du bassin du Niger et des partenaires techniques et financiers du PIDAC, notamment la Banque africaine de développement pour son accompagnement dans le cadre de la préservation des écosystèmes du bassin du fleuve Niger et l'amélioration de la résilience des populations à travers une gestion durable des ressources naturelles. Le PIDAC-BN est financé à hauteur de 13 798 millions de francs CFA pour une durée de 6 ans. Il couvre les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. 2e session du comité de pilotage du programme de développement d'urgence P2U. Les difficultés et acquis enregistrés au cours des 2 premières années d'exécution du programme ont été mis en évidence. Globalement, le bilan est satisfaisant. On fait le point avec Bemba Sibi. Après 2 ans d'activité, les acteurs du programme de développement d'urgence se réunissent pour faire le bilan, ceci dans le cadre de la 2e session du comité de pilotage. Il est ressort qu'au cours des 2 années écoulées, le programme qui vise à renforcer la résilience et la cohésion sociale a touché 5000 ménages dans la zone d'intervention que sont Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Menaka à travers plusieurs actions. L'idée, c'est que ces ménages puissent devenir plus résilients, donc avoir des moyens d'organiser leurs propres activités économiques. On vient leur apporter des caprins pour qu'ils puissent reconstituer leur cheptel, organiser des périmètres maraîchers, des champs écoles paysans. Cet espace permettra de recueillir l'ensemble des avis constructifs dans la perspective de maximiser les résultats de ce programme. Les zones qui sont concernées par le projet sont des zones très sensibles. L'insécurité qui prévaut au Mali actuellement, le projet se fait le devoir d'assister ces populations non seulement dans leur activité, et aussi en appui financier. Des actions pour renforcer la résilience de ces communautés et les difficultés et acquis enregistrés au cours des 2 années écoulées ont été évalués lors de cette session. Le dit programme est financé par l'Union européenne à hauteur de 35 millions de dollars, soit près de 18 milliards de francs CFA pour 4 ans. Nous poursuivons notre action avec les autorités maliennes, avec les organisations non gouvernementales actives sur le terrain pour une meilleure résilience des Maliens, pour éviter justement une insécurité alimentaire chronique. Ceci en donnant des instruments aux populations des zones cibles affectées par les effets de la crise qui leur permettent de vivre de manière décente. Et le programme de développement d'urgence qui vient de tirer les leçons de 2 années de pratique va s'atteler à atteindre cet objectif.
Lancement de la nouvelle identité visuelle de la BNDA. Cette innovation est une façon pour les responsables de la Banque verte d'être plus près de la clientèle. Cette politique s'inscrit dans le cadre du plan quinquennal de la BNDA qui couvre la période 2021-2025. Allons à la découverte de la nouvelle identité de la Banque verte avec Awadit Makamara. La Banque nationale de développement agricole affiche un nouveau visage. Après 40 ans de service, la Banque verte, à travers ce changement, veut répondre aux défis de l'heure. L'invité spécial et ancien sociétaire d'institutions bancaires, le ministre de l'économie et des finances, dévoile le nouveau visage. Nous vous ouvrons à de nouvelles perspectives plus radieuses. Nous évoluons pour mieux vous servir. La BNDA, dans un premier temps, a opté pour le financement de l'agriculture au Mali. Au fil du temps, elle accompagne l'économie malienne. En 4 décennies de présence, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. La fiscalisation de la BNDA avait été annoncée comme étant la fin de la banque. Mais par le biais des conditions de tarification, la banque s'est réinventée et a su poursuivre son développement et sa croissance. La fin de l'encadrement du crédit et la banalisation de la profession bancaire avaient été annoncées comme la disparition de la BNDA. Mais la BNDA a su se réinventer, poursuivre son développement et sa croissance. Cette nouvelle identité visuelle a été validée à travers le 7e plan stratégique de la banque qui couvre la période 2021 à 2025. Pour le construire, nous avons mené en amont une réflexion stratégique qui a répondu aux enjeux et aux défis de notre époque. Le résultat, un projet de transformation qui concerne toute la banque et répond à 3 objectifs majeurs. Être une banque innovante et une banque digitale. Grâce au digital, transformer en profondeur notre banque dans sa réponse aux clients et dans ses processus de fonctionnement. Assurer enfin la continuité de notre histoire, de notre culture BNDA. Ce choix réconforte plus d'un car il vise surtout l'efficacité commerciale des services clients. BNDA est en compagnie depuis an dogo fo kana se bima bo Dieu merci amu foku walen mandon o kan initiative kurena ala ka ke here ambela jelem. La BNDA est une banque qui repose sur 2 piliers, la qualité des hommes et surtout les valeurs éthiques. Et me réjouir du fait qu'aujourd'hui la banque continue son chemin et que nous restons ensemble mobilisés pour le développement de la banque. Cette cérémonie a été également une occasion de rendre un hommage aux anciens qui se sont donnés corps et âme pour le développement de la banque. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine séjourne à Caille depuis hier. Le ministre Alhamdou Ag-Ilien a mis à profit son séjour pour rendre une visite de courtoisie à quelques notabilités avant de se rendre à l'hôpital mère-enfant Naomi Hans de Bongourou. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la première journée nationale de la souveraineté retrouvée, une journée qui sera désormais célébrée chaque 14 janvier au Mali. Écoutons le ministre au micro de Moriba Keïta et Sidia Haïdara. Je suis très heureux d'être ici à Caille. Je suis là dans le cadre de la journée de commémoration de la souveraineté retrouvée du drapeau national. Mais étant à Caille, grande région, grande pourvoyeuse de migration, je ne pouvais pas ne pas visiter quelques réalisations des migrants pour magnifier cela et les encourager à aller dans une migration porteuse. C'est ainsi que nous avons visité aujourd'hui l'hôpital mère-enfant Naomi Haris de Bongourou, dont je félicite ici le directeur, qui est un Malien de l'extérieur. Donc c'est une famille de Maliens de l'extérieur qui a aidé à réaliser cet hôpital et qui le dirige avec beaucoup de bonheur. Donc je ne pouvais que venir et c'est un exemple aussi que je demanderais à la migration de suivre. Aujourd'hui, quand on montre les migrants, comme je le disais, c'est toujours dans les aspects négatifs ou en détresse. Mais il y a des activités comme celle-là, un investissement de près de 7 milliards de francs CFA dans le domaine porteur de la santé pour améliorer le soin de santé de la population. L'appel que j'ai à lancer aux populations de Caille, c'est d'abord qu'elles s'investissent beaucoup dans la lutte contre la migration irrégulière. La migration est devenue très mortifère maintenant et nous perdons beaucoup de jeunes. Et de leur dire aussi que le gouvernement de la transition n'est pas contre la migration, mais au contraire, nous voulons une migration positive et pour les migrants et pour le pays. Donc je voudrais demander aux populations de Caille de s'inspirer de l'exemple du directeur ici, qui est parti du pays correctement,
qui est revenu correctement et qui a fait ses joyaux importants pour toute la population de Caille et même au-delà. Donc on peut être migrant régulier et servir son pays et éviter une mort certaine des humiliations et des brimades de la migration irrégulière qui ne font que tuer notre jeunesse et faire perdre au pays ses braves valides. Le développement durable de la région de Caille passe par le développement des routes. C'est la conviction de la coordination des associations pour le développement de la région de Caille, CADIRCA. Elle a remis un document relatif à la réalisation des infrastructures routières et au trafic ferroviaire aux autorités de la transition. L'information a été donnée ce mercredi lors d'une conférence de presse de la dite coordination sur le désenclavement de la région de Caille. Compte rendu, Jules Sambou Sissoko. Cette conférence de presse de la coordination des associations pour le développement de la région de Caille, CADERCA, se veut un plaidoyer en faveur du désenclavement intérieur et extérieur de la première région par la réalisation et la réhabilitation des routes. Soucieux du bien-être des populations et de nos collectivités et résolument engagé pour le développement de la région de Caille, sollicitons vivement les autorités de la transition du Mali pour la prise en compte et la satisfaction des préoccupations des populations de la région de Caille, notamment en matière de mobilité, en construisant et en réhabilitant les routes essentielles et autres voies de communication pour le désenclavement réel de cette région. Selon les responsables de la CADERCA, le développement de la route doit précéder le développement, surtout dans une région aussi enclavée qui fait frontière avec 3 pays, à savoir le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. L'apport des sociétés minières et les initiatives locales dans le cadre de la décentralisation sont autant de questions posées par les hommes de médias. La région de Caille regorge des mines d'or à ciel ouvert et les routes sont dans un état de dégradation avancé. Cela illustre à suffisance le cri de cœur des populations, indiquent les acteurs du développement de la région de Caille. Le camp Mohamed Ould Issa de Nara a 27 ans. L'occasion est saisie par l'association d'Anaya pour rendre hommage aux personnes civiles et militaires sous la présidence du gouverneur de la région, le colonel-major Amara Doumbia. L'association a remis des distinctions, des vivres et non-vivres et une enveloppe aux familles des victimes tombées et sur le champ de l'honneur. Elle est en fort de cette cérémonie avec Abdoulaye Sako. 27 ans dans la défense de la patrie au prix de leur vie, cela demande un engagement et un véritable don de soi. Et oui, depuis plus d'un quart de siècle, les hommes du camp Mohamed Ould Issa de Nara ignorent totalement la mort dans la défense de cette localité pour reprendre leur slogan. Un sacrifice reconnu à sa juste valeur par l'association d'Anaya de la nouvelle région. Nous sommes émus de prendre la parole à ces jours mémorables pour célébrer, pour magnifier et pour honorer ces hommes et ces femmes civiles et militaires qui ont tout donné et continuent de tout donner pour un Nara apaisé où il fait bon vivre dans un Mali meilleur. Le camp que nous célébrons ici et maintenant est l'œuvre d'un valeureux et digne fils de Nara. Nous nommons son Excellence le professeur Djonkouda Traoré. Ce magnifique camp que voici, baptisé camp militaire Mohamed Ould Issa, avec ses forces armées maliennes, nous assure la libre circulation des hommes, des femmes et de leurs biens. Les enfants de Nara pensent à Nara. Où qu'ils soient, ils mettent tout ce qu'il faut pour vraiment développer la région. Le développement, on ne peut pas en parler sans sécurité. Donc penser à la sécurité, c'est un acte noble. Aujourd'hui, c'est l'occasion de les remercier et de les féliciter pour cette clairvoyance qu'ils ont eue il y a 20 ans en arrière. Des distinctions et vivres ont été remis aux familles des martyrs et à ces civils et militaires qui se sont battus pour que la capitale du Ouagadougou ne tombe entre les mains des forces du mal. Des artistes soninké et morts ont fait étalage de ce qu'ils savent faire de mieux pour rendre hommage aux femmes. C'est là pour rendre encore plus belle ce 27e anniversaire du camp Mohamed Ould Issa.
La plateforme AREMA, Alliance pour la refondation du Mali, s'agrandit. Deux forces politiques qui partagent ses idéaux y adhèrent, la PDM Équité et l'Alliance des forces patriotiques du Mali. Ces nouveaux partis, désormais membres de la plateforme, soutiennent la vision de refondation en cours. Le protocole d'accord d'adhésion a été signé au siège de l'AREMA. Compte rendu, Fademba Keita. Adhésion officialisée par ce protocole d'accord. La PDM Équité, Alliance pour la promotion et le développement du Mali Équité et l'Alliance des forces patriotiques du Mali sont membres à partir de cet instant de la plateforme AREMA. Ils soutiennent désormais toutes les actions de la transition. La plateforme AREMA, Alliance pour la refondation du Mali, pose des actes pouvant faciliter la réalisation des 5 grands axes indispensables à la refondation du pays avec en toile de fond l'indépendance des 3 pouvoirs. Le respect de la souveraineté de notre pays, le respect des choix stratégiques et les choix de partenariats opérés par notre pays et la défense des droits vitaux du peuple malien dans toutes les décisions prises. Nous sommes jalousement gardiens du respect de ces principes. L'adhésion de ces 2 forces au regroupement AREMA se justifie. Le parti APDM Équité entend participer activement à cette vision de refondation de l'État du Mali et c'est pour cette raison fondamentale qu'elle a décidé de signer aujourd'hui le partenariat politique avec l'AREMA pour constituer ensemble une force politique globale de mobilisation autour des objectifs majeurs de la transition. Des efforts colossaux consentis dans le domaine de la défense, achat d'armement militaire, la libération de plus de 1200 villages, le retour de plus de 700 000 réfugiés, reprise des activités agro-pastorales dans ces villages, bref, autant de réalisations qui méritent reconnaissance et estime du peuple selon les adhérents. En 3e région, 97 millions de francs CFA, c'est le coût du projet Amélioration de la santé publique lancé ce mercredi à Sikasso. Il vise à renforcer l'accès des femmes et des filles à la santé de la reproduction. Il est mis en œuvre par les ONG MZC et SABA. C'est un projet de 24 mois destiné au centre de santé communautaire de Mamassoni dans la commune urbaine de Sikasso. Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. Le projet Amélioration de la santé publique vise à assurer l'accès universel à la santé de base et de qualité aux femmes et aux filles. Il est conçu pour les centres de santé communautaire de Mamassoni, un quartier de la commune urbaine de Sikasso. Il est financé par l'Agence andalouse de coopération internationale au développement et mis en œuvre par l'ONG espagnole MZC et son partenaire SABA, Solidarité pour l'autopromotion à la base. Les études ont montré que le taux d'analphabétisme est plus élevé chez les femmes. La pauvreté est plus profonde. Donc, elles sont victimes de plus d'inégalités. MZC s'engage sur ce chantier. Le coût du projet est de 97 millions de francs CFA pour une durée de 24 mois. Il prévoit, entre autres, l'amélioration des infrastructures sanitaires, dont la construction du mur de clôture, l'amélioration des soins de santé et de gouvernance, l'augmentation de la confiance des femmes dans l'utilisation des services de santé de la reproduction. C'est un truc que nous, on a souhaité et que quelqu'un qui vient en appui pour t'aider, notre appui ne va pas faire défaut. L'ONG MZC s'est inscrite avant l'heure dans la droite ligne de l'instruction relative au dispositif commun de suivi et de contrôle des activités des associations ONG et des fondations sur le territoire de la République du Mali. Les préfets du cercle de Sikasso, les coordinateurs pays de l'ONG MZC et les 4e adjoints au maire de la commune urbaine de Sikasso ont invité la population à s'approprier les projets et à jouer sa partition. À l'entame de cette édition, vous avez suivi le reportage sur les représentations de vœux de la presse au président de la transition. Et par erreur, nous avons identifié le président de la HAC comme Gaussou Mamadou Koulibaly. Il fallait plutôt retenir Gaussou Koulibaly. Le RTM présente ses excuses au président de la HAC. Point Covid.
Ce 12 janvier 2023, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 227 tests réalisés, 0 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 2 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. La journée du 14 janvier est désormais décrétée journée nationale de la souveraineté retrouvée afin de renforcer le patriotisme des Maliens. Pour Aruna Bari, membre de la commission interministérielle chargée de l'organisation de la journée, il s'agit d'un appel aux Maliens à se réunir autour de l'essentiel et de renforcer l'unité nationale. Il l'a dit à Yaya Konaté sur le plateau de l'invité de la semaine. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Le 14 janvier est une date structurante pour nous. C'est-à-dire ? Ça a permis à la transition de se maintenir. Ceux qui voulaient la voir s'écouler en 2 semaines ont vu que cette transition-là se maintient. Cette transition se maintiendra. Cette transition sait se battre. Et parce que le peuple malien adhère à ses objectifs, c'est parce que le peuple malien se reconnaît dans ce que cette transition fait. Donc, c'est un appel à tous les Maliens de rester unis. C'est aussi un moment important de revitalisation, de renforcement de l'unité nationale, de la foi patriotique des Maliens. C'est de faire en sorte que désormais on chasse, que comme le 22 septembre 1960, le 14 janvier 2022, le peuple malien uni a su dire non à la domination étrangère. Alors vous parlez donc du 22 septembre, journée nationale de la souveraineté retrouvée. Il y a donc ce 22 septembre consacré comme date d'accession quand même de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Avons-nous désormais une deuxième fête d'indépendance ? Pas du tout. Le 22 septembre est la date de l'indépendance. Mais entre le 22 septembre et le 14 janvier 2022, il y a eu beaucoup de choses. Alors, l'invité de la semaine à suivre après est le PMU Mali. Le président de la République peut réduire une peine d'emprisonnement, la supprimer ou la remplacer. C'est ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Elle n'efface cependant pas la condamnation. Grâce présidentielle, voilà un fait d'actualité ce jeudi dans la chronique Un jour, une formule de Souri Ibrahim Keïta. Domaine réservé, pouvoir régalien. La grâce présidentielle est consacrée par la Constitution de 1992 dans son article 45 qui stipule « Le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il exerce le droit de grâce. Il propose les lois d'amnistie. » Fin de citation. Parler de la grâce présidentielle en des termes simples, c'est une mesure de clémence accordée par le président de la République en vertu du droit que lui confère la Constitution de soustraire en tout ou partie un condamné à l'exécution de la peine prononcée contre lui. La grâce, c'est le pardon. La grâce, c'est la réhabilitation, la resocialisation du délinquant. C'est une façon de sauver le délinquant qui peut l'être encore. C'est une façon de réhabiliter le délinquant dans la société. La raison qui l'a conduit en prison, il a été jugé effectivement, condamné à une peine, mais c'est une prérogative qui n'est accordée au président de la République. Cette grâce est une suppression ou une réduction de sanctions pénales accordées par le président de la République. Elle peut être collective ou individuelle, utilisée avec la plus grande parcimonie et a la particularité de n'intervenir qu'après le jugement définitif d'une affaire. La grâce n'empêche pas la victime des infractions d'obtenir réparation du préjudice. Il faut qu'il y ait une décision définitive. Une décision définitive et exécutoire. Ça veut dire que techniquement, aujourd'hui, pour bénéficier de la grâce présidentielle, la personne qui est poursuivie doit être jugée et de façon définitive
Quand on dit définitive, c'est-à-dire que la décision prononcée contre la personne, elle est insusceptible des voies de recours qu'on connaît, les voies de recours ordinaires ou extraordinaires, est définitive et exécutoire. C'est cette personne-là qui est en mesure de demander cette faveur au président de la République. Prérogative personnelle du chef de l'État, celui-là ne justifie ni son quitus ni son refus à personne. La grâce est sans effet sur la décision de condamnation qui figure toujours au casier judiciaire du bénéficiaire. Ce qui la distingue de l'amnistie, procédure législative, celle-là, qui efface la condamnation. Lorsqu'on parle de grâce, on parle d'une prérogative accordée au chef de l'État, au président de la République, par la Constitution. Lorsqu'on parle d'amnistie, il s'agit d'une loi qui dépouille un fait délictueux de son caractère délictueux. Un fait qui est dépouillé complètement de son caractère délictueux. Ça veut dire qu'avant l'amnistie, avant la loi, un fait peut être criminel. Il peut être criminel. Mais avec la loi, rétroactivement, on efface ce caractère délictueux. Ce qui était délictueux ne l'est plus à cause de la loi. Et c'est cette loi qu'on appelle loi d'amnistie. Du coup, cette dernière procédure devient étymologiquement synonyme d'un oubli total. En fait, d'effacement de la carte mémoire de la condamnation. Cette annonce, pour des raisons de travaux de maintenance, la radio nationale sera synchronisée avec la chaîne 2 de 0h à 6h du matin. La direction de la radio nationale s'excuse auprès de vous et s'est comptée sur votre bonne compréhension. Et c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retrouvez demain à 13h Abibatou Koyan Diakité. L'édition de 20h sera une présentation de Ibrahima Traoré et Bemba Sibi sera là pour la dernière édition à 23h. Merci.